Arthur Holston serrait le volant de son pick-up en approchant du portail orné du domaine viticole de Wicklow. Les montagnes Blue Ridge s'étendaient à perte de vue derrière la propriété, leur sommet adouci par la brume de l'après-midi. Des tentes blanches parsemaient la pelouse impeccable tels des champignons coûteux. Des serveurs en uniforme noir évoluaient entre des groupes de clients vêtus de vêtements plus chers que ceux que la plupart des gens gagnent en un mois. Son costume gris lui semblait étranger après des années de chemise de travail et de bottes à embout d'acier. Le tissu lui tirait sur les épaules, lui rappelant que 12 années de soudure et de fabrication avaient transformé son corps autant que le divorce avait transformé sa vie. Arthur descendit du camion et rajusta sa cravate. L'air de la montagne portait le parfum des roses et du champagne, l'odeur de l'argent et de la fête, le mariage de son fils. Le garçon qu'il avait élevé pendant 12 ans avant que Jessica ne l'arrache à coups de mensonges et de décisions de justice. Arthur se dirigea vers l'entrée, ses bottes crissant sur une allée de gravier. Un agent de sécurité en uniforme impeccable s'avança, presse-papier à la main. « Bonjour, monsieur. Puis-je voir votre invitation ?» Arthur fouilla dans la poche de sa veste. Ses doigts trouvèrent le papier plié qu'il portait depuis des semaines. Pas une invitation, quelque chose de complètement différent. Quelque chose qui allait tout changer en 20 minutes. « Arthur !» La voix trancha la chaleur de l'après-midi comme une lame tranchant sur l'acier. Arthur se retourna et vit Jessica Holston émerger de derrière un pilier de marbre blanc, sa robe émeraude flottant autour de ses chevilles comme une eau onctueuse. À 49 ans, elle attirait toujours l'attention. Ses cheveux auburn étaient tirés en arrière dans une coiffure élaborée qui coûtait probablement plus cher que ses factures mensuelles. Ses boucles d'oreilles en diamant captaient la lumière du soleil et la renvoyaient en éclairs vifs. Elle ressemblait à l'argent. Elle ressemblait au succès. Elle ressemblait à tout ce qu'Arthur n'avait soi-disant pas réussi à devenir. « Tu n'étais pas invité, Arthur. » Son sourire était parfait et froid. « Retourne à ton atelier, pauvre type. » L'agent de sécurité se rapprocha. Une main se dirigea vers la radio accrochée à sa ceinture. « Monsieur, vous devrez partir si vous n'avez pas les papiers nécessaires. » Arthur observa le visage de son ex-femme. Le même visage qui avait menti aux juges, aux assistantes sociales et à leurs amis communs 12 ans plus tôt. La même bouche qui avait convaincu leur fils que son père était un homme dangereux qui ne méritait ni visite le week-end ni appel téléphonique pour son anniversaire. Jessica, il hocha la tête une fois, la voix impassible. Ne rend pas les choses plus difficiles que nécessaire. Elle s'approcha, baissant la voix pour reprendre ce ton intime qu'elle avait autrefois utilisé pour lui dire qu'elle l'aimait. Kellen ne veut pas de toi ici. Il me l'a dit lui-même. Arthur regarda derrière elle vers la réception où des fleurs blanches s'épanouissaient dans des compositions luxueuses. Un quatuor à cordes jouait un morceau classique et sûr. Près du premier rang, il aperçut Clay Whitlow consulter sa montre, se demandant probablement quand la cérémonie commencerait. Vraiment ? La voix d'Arthur resta neutre. Bien sûr que si. On se dit qu'après 12 ans de silence, il va soudain accueillir à nouveau son père, un bon à rien. Jessica fit un geste vers le vignoble d'une main manucurée. Regarde autour de toi, Arthur. C'est ça le vrai succès, pas ton petit garage. Arthur replia le journal dans sa poche. Derrière Jessica, les invités commençaient à se rassembler près de l'hôtel. Des femmes en robe de créateur et des hommes en costume sur mesure. Des gens qui appartenaient à ce monde d'apparence soignée et d'amitié calculée. Des gens qui ne comprendraient jamais ce que signifiait construire quelque chose de ses mains. Tu dois partir. L'agent de sécurité toucha le coude d'Arthur. Allons, monsieur. Arthur regarda Jessica une dernière fois. Elle se tenait là, telle une reine, contemplant son royaume, fière, intouchable et absolument certaine de son pouvoir. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Aucune idée que son monde prudent était sur le point de s'effondrer comme une maison construite sur du bois pourri. Bon, Arthur se retourna vers son camion. C'est ça. La voix de Jessica le suivit sur le gravier. Fuir comme toujours. Arthur monta dans son camion et ferma la portière. Il resta assis un moment, regardant Jessica lisser sa robe, puis retourna vers son invité comme une actrice prenant place sur scène. Elle s'arrêta pour murmurer quelque chose à Clay Whitlow, qui jeta un coup d'œil vers le parking avec un froncement de sourcils inquiet. Arthur sortit son téléphone et composa le numéro qu'il avait mémorisé des semaines auparavant. Ouais. La voix d'Adley était sèche et prête. Appuie sur la gâchette. Il était temps.
Un bruit de frappe rapide résonna dans le haut-parleur. Combien de temps veux-tu regarder le feu d'artifice? Arthur démarra son moteur et mit la voiture en marche. J'arrive plus loin. Arthur quitta le vignoble à exactement 1,5 km et se gara sur le parking d'une station-service. De là, il pouvait voir les grilles d'entrée, mais rien de plus. Il acheta une tasse de café qui avait le goût d'avoir infusé depuis le matin et s'adossa à son camion. Les montagnes l'entouraient comme des géants endormis, patients, permanents, insensibles aux drames humains et aux petites guerres que les gens se livraient pour l'argent, l'orgueil et les cœurs blessés. Arthur regarda sa montre. 18 minutes depuis qu'il avait appelé Adley. Le mariage aurait dû commencer. Kellen aurait dû se tenir devant l'hôtel dans son smoking de location, attendant que Laurel descende l'allée. Jessica aurait dû être assise au premier rang, s'essuyant les yeux avec un mouchoir coûteux et savourant l'attention que lui procurait le fait d'être la mère du marié. Au lieu de cela, le téléphone d'Arthur vibrait. C'est fait, dit Adley sans préambule. Il envoya les fichiers à l'adresse email et au numéro de téléphone personnel de Clay Witt. Il en transmit également des copies à Laurel et à 3 associés de Clay. Les relevés bancaires devraient être une lecture particulièrement intéressante. Bien. Tu es sûr de ça, Arthur? Une fois que ça sera connu, impossible de revenir en arrière. Arthur observa un faucon tournoyer au-dessus de sa tête, profitant des courants thermiques de la montagne avec une patience paresseuse. L'oiseau savait attendre, observer, frapper au bon moment. Elle avait brûlé ce pont il y a 12 ans. D'accord. Tu veux que je surveille la situation? Pas besoin. Arthur raccrocha et termina son café. Le goût était amer, mais familier, comme la plupart des choses dans sa vie. Dernier temps. Il froissa le gobelet en carton et le jeta à la poubelle. 23 minutes après avoir quitté le vignoble, une Mercedes noire passa en trombe devant la station-service en direction de la ville. La voiture de Clay Witt roulait assez vite pour suggérer la panique. 5 minutes plus tard, 2 autres véhicules de luxe le suivirent. Leurs chauffeurs étaient probablement des invités fuyant le chaos qui avait régné lors de ce qui aurait dû être un mariage parfait. Arthur remonta dans son camion et rentra chez lui. Il avait un portail de ranch à terminer et le travail n'attendait pas que les drames des autres se résolvent. L'appel arriva 3 heures plus tard, juste au moment où le soleil se couchait derrière les montagnes. Papa. La voix de Whitney était tremblante et faible. Que s'est-il passé? Le mariage est annulé. Tout est devenu fou. Maman hurle sur tout le monde. Et Kellen a l'air d'être mort. Whitney marqua une pause et Arthur entendit des voix se disputer en arrière-plan. As-tu quelque chose à voir avec ça? Arthur se dirigea vers l'atelier derrière sa maison et alluma les plafonniers. Des outils étaient accrochés en parfait ordre sur des panneaux perforés. Son projet en cours était à moitié terminé sur l'établi, attendant son attention. Le travail était honnête et simple, contrairement à la vie qu'il avait partagée avec Jessica. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Parce que tu es la seule personne que je connaisse qui puisse faire peur à maman à ce point. Au téléphone, Arthur entendit la voix de Jessica s'élever au-dessus des autres, stridente et désespérée, celle d'une femme dont le monde soigneusement construit s'écroulait autour d'elle. Où es-tu maintenant? Toujours au vignoble, Kellen cherche une solution. Laurel s'est enfermée dans une des chambres à l'étage et refuse d'en sortir. Son père est parti sans rien dire à personne. Arthur prit son casque de soudeur et vérifia le niveau de gaz de son chalumeau. Demain, il finirait le portail du ranch. Le métal résisterait pendant des générations s'il était bien entretenu. Contrairement aux promesses de ceux qui confondaient apparence et substance. Whitney, j'ai besoin que tu m'écoutes attentivement. Ça va empirer avant de s'améliorer. Ta mère ment depuis longtemps sur beaucoup de choses. Quel genre de mensonges? Le genre de mensonges qui détruisent les familles. Arthur posa son casque. Ça va aller ce soir? Je pense que oui. Kellen m'a demandé de rester avec lui. Il est assez mal en point en ce moment. Bien. Prends soin de ton frère. Et Whitney? Ouais. Ne croyez rien de ce que votre mère vous raconte sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Ni sur moi? Plus maintenant. Après avoir raccroché, Arthur s'assit sur sa véranda et ouvrit une bière. Les montagnes se découpaient en silhouettes sombres sur un ciel étoilé. 12 ans plus tôt, il avait tout perdu, son entreprise, sa maison, ses enfants, sa réputation. Ce soir-là, Jessica apprenait ce que cela représentait.
2 ans plus tôt, Arthur se tenait dans le couloir devant le tribunal des affaires familiales, les paroles de son avocat résonnant dans sa tête comme des coups de marteau sur de l'acier. Violence psychologique, contrôle financier, comportement instable. Les accusations portées par l'avocat de Jessica le présentaient comme un monstre, un homme qui terrorisait sa femme et ses enfants à huis clos. Rien de tout cela n'était vrai. Mais Arthur apprenait que la vérité comptait moins que la perception au tribunal du divorce. Maître Holston, son avocat, un homme fatigué nommé Peters, qui facturait $200 de l'heure pour annoncer une mauvaise nouvelle, s'approcha avec un dossier en papier craft. Le juge avait rendu sa décision. Arthur savait déjà ce que contenait le dossier. Visite surveillée uniquement. Des pensions alimentaires qui videraient son compte professionnel. Jessica garderait la maison, les voitures et la garde principale de Kellen et Whitney. Elle ment, dit Arthur doucement. Je sais, Peters regarda autour d'elle dans le couloir vide. Mais elle ment très bien. Son avocat est spécialisé dans ce genre de dossier. Ils savent comment faire passer les hommes pour dangereux. Par la fenêtre du tribunal, Arthur pouvait voir Jessica s'essuyer les yeux avec un mouchoir en papier tandis que son avocat murmurait des mots rassurants. Elle portait une simple robe bleue qui lui donnait un air vulnérable et sincère. La prestation était impeccable. Qu'en est-il de l'argent manquant, des virements depuis notre compte professionnel? Sans plus de preuves, cela ressemble à des dépenses professionnelles normales. Son avocat prétend que vous portez de fausses accusations pour éviter de payer une pension alimentaire équitable. Arthur pensa au compte de fabrication Holston, l'entreprise qu'il avait bâtie de toutes pièces en 8 ans. Les fonds manquants totalisaient près de $200 000, détournés en petites sommes qui semblaient légitimes à l'époque. Fourniture de bureaux, entretien du matériel, dépenses marketing que Jessica avait gérées pendant qu'il se concentrait sur les opérations. Que des regards, que des vols, tout cela parfaitement documenté dans les relevés bancaires qui, d'une certaine manière, le faisaient passer pour le criminel. Alors, elle s'en tire. Elle s'en tire. Peter a fermé le dossier. Arthur, je fais ça depuis 20 ans. Parfois, la meilleure chose à faire est de partir et de reconstruire. Trop se battre, et on perd tout, y compris sa relation avec ses enfants. Arthur regarda de nouveau par la fenêtre. Kellen et Whitney étaient assises au dernier rang avec la mère de Jessica. La confusion se lisait sur leurs jeunes visages. Ils ne comprenaient pas pourquoi leurs parents se battaient au tribunal au lieu de régler les choses à la maison comme des familles normales. Ils ne comprenaient pas que leur mère planifiait cette guerre depuis des mois, voire des années, à monter son dossier. Pendant qu'Arthur travaillait 16 heures par jour pour maintenir la rentabilité de leur entreprise. Si je ne me bats pas, elle gagne tout. Si tu te bats, elle détruira la relation qui te reste avec Kellen et Whitney. Est-ce que ça en vaut la peine? Arthur observait ses enfants à travers la vitre. Kellen avait 12 ans, assez âgé pour se souvenir des week-ends de camping et des moments où Arthur lui avait appris à utiliser des outils de base. Whitney avait 9 ans, encore assez jeune pour croire que ses parents seraient toujours là pour la protéger. Aucun d'eux ne méritait d'être utilisé comme arme dans une guerre qu'ils ne comprenaient pas. Non, finit par dire Arthur. Ça n'en vaut pas la peine. 6 mois plus tard, Arthur vendit Holston à Manufacturing pour payer les frais juridiques de Jessica et les demandes de règlement. Il garda suffisamment d'argent pour ouvrir une petite boutique en périphérie de la ville, loin de la vie qu'il avait construite et perdue. Les visites surveillées durèrent 3 mois. Avant que Jessica ne trouve des raisons de les annuler. Kellen était malade. Whitney avait des événements scolaires. Il y avait des conflits d'emploi du temps insolubles, les lettres d'Arthur à ses enfants étaient retournées sans avoir été ouvertes. Ses cadeaux d'anniversaire étaient refusés. Les appels téléphoniques restaient sans réponse, ce qui expliquait la fin de la première année. Jessica l'avait bel et bien effacée de leur vie. Et Arthur, persuadé que se battre ne ferait que blesser davantage ses enfants, la laissa faire. Pendant 12 ans, il avait vécu avec ce choix. Pendant 12 ans, il s'était dit que partir avait été la chose la plus noble à faire. Assis sur sa véranda, dans le présent, Arthur comprenait que noblesse et lâcheté se ressemblaient parfois. Le Rubies dînait, perché au bord de l'autoroute 40, telle une boîte en métal oubliée de repeindre. Le parking était jonché de gravier et de nids de poules, rempli de pick-up et de semi-remorques. À l'intérieur, l'air sentait le café, la graisse de bacon et le travail honnête. Arthur mangeait ici depuis l'ouverture de sa petite échoppe, 8 ans plus tôt. Adlivos se glissa dans la banquette en face de lui,
portant un sac en cuir qui semblait assez cher pour nourrir une famille pendant une semaine. À 31 ans, elle dirigeait un cabinet de conseil en cybersécurité qui servait des clients de Charlotte à Atlanta. Elle était aussi la filleule d'Arthur, la fille de son meilleur ami de l'époque militaire. Plus important encore, elle était très douée pour trouver des choses que les gens pensaient avoir cachées. « Vous avez l'air content de vous », dit-elle en faisant signe à la serveuse d'apporter un café. Clay Whitlow a retiré son financement pour le mariage. Il a aussi rompu avec Jessica. Travail rapide. Cet homme a un instinct de survie. Hadley ouvrit son sac et en sortit une clé USB et une épaisse chemise en papier craft. Mais ce n'est que le début. Arthur accepta la chemise et commença à en feuilleter le contenu tandis qu'Hadley commandait des œufs et des toasts. Relevé bancaire remontant à 14 ans. Impression de mai avec des sections surlignées. Capture d'écran de conversation par SMS. Des documents financiers qui dressaient le portrait d'un vol systématique et d'une tromperie minutieuse. Combien de temps cela vous a-t-il pris? Environ 8 mois de recherche approfondie. Votre ex-femme n'était pas aussi prudente qu'elle le pensait. Hadley sirota son café et grimaça. Les relevés bancaires sont la preuve irréfutable. Elle a détourné de l'argent de vos comptes professionnels initiaux pendant près de 3 ans. De petites sommes au début, puis des sommes plus importantes vers la fin. Arthur étudia un relevé datant d'il y a 13 ans. Un virement de $2300 sur un compte au nom de jeune fille de Jessica. Puis un autre 2 semaines plus tard pour $1800. Puis un autre pour $4000. Elle prévoyait de divorcer bien avant de déposer sa demande. On dirait bien. Elle avait besoin de liquidités pour payer son avocat et refaire sa vie. Votre entreprise était sa tirelire personnelle. Arthur ferma un dossier et attrapa son café. De l'autre côté du restaurant, un camionneur discutait au téléphone avec quelqu'un à propos des horaires de livraison et des frais de quai de chargement. Des gens normaux qui résolvent des problèmes normaux. Arthur les enviait. Et l'affaire Clay? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Hadley sortit son téléphone et parcourut des captures d'écran. J'ai retrouvé leur correspondance électronique remontant à 18 mois. Ils prévoyaient d'investir dans son entreprise de traiteur, mais ils prévoyaient aussi de fusionner leur famille grâce au mariage de Kellen et Laurel. Affaires et plaisir. Exactement. Clay a trouvé une belle et charmante partenaire qui sait gérer une salle et organiser des événements sociaux. Jessica a accès à une fortune considérable et au genre de relations sociales dont elle a toujours rêvé. Le mariage de votre fils n'était que le bonus qui a scellé l'affaire. Arthur pensa à Kellen, probablement encore au vignoble, cherchant à comprendre pourquoi son mariage parfait avait échoué en 20 minutes. Le garçon avait été un pion dans le complot de sa mère, tout comme Arthur des années plus tôt. Ce n'est pas tout. Hadley changea d'écran sur son téléphone. J'ai retrouvé d'anciennes amies de Jessica au country club. Des femmes avec qui elle déjeunait à l'époque de votre mariage. Il s'avère qu'elles racontent des histoires sur vous depuis des années. Quel genre d'histoire? Que vous étiez violent émotionnellement pendant le mariage. Que vous avez abandonné vos enfants parce que vous ne pouviez pas assumer la responsabilité. Que vous êtes mentalement instable et potentiellement dangereux. La voix d'Hadley était monocorde et professionnelle. Elle empoisonnait systématiquement votre réputation. Arthur s'en doutait. La façon dont d'anciens amis traversaient la rue pour l'éviter. La façon dont les entrepreneurs ont cessé de le rappeler. La façon dont ses enfants le regardaient lors de ses brèves visites surveillées, il y a 12 ans. Mais voilà le plus intéressant, poursuivit Hadley. Elle a utilisé ton nom et ton numéro de sécurité sociale sur des demandes de crédit. J'ai trouvé 3 cartes de crédit et 2 prêts personnels que tu n'as jamais souscrits. La dette s'accumule depuis des années. Arthur sentit un pincement au cœur. Combien? $47 000. Et ce n'est pas fini. La serveuse apporta leur repas. Mais Arthur avait perdu l'appétit. Jessica avait empoisonné sa réputation, volé son argent et détruit sa relation avec ses enfants. Maintenant, elle utilisait son identité pour financer son train de vie. Pouvons-nous le prouver? Déjà? Hadley coupa ses toasts avec une précision mécanique. J'ai les demandes avec sa fausse signature. J'ai aussi retracé les adresses IP des demandes en ligne jusqu'à son ordinateur personnel. Cela va bien au-delà d'une simple usurpation de divorce. Arthur, c'est une fraude d'identité à grande échelle. Que recommandes-tu? La brûler complètement.
porteur plainte pour usurpation d'identité. Dénoncer tout cela au fisc et à la commission des licences commerciales de l'État. Fait en sorte qu'elle ne travaille plus jamais dans cette région. Arthur picorait ses œufs. Plus fin. Par la fenêtre du restaurant, il pouvait voir son camion sur le parking. Simple et fiable. Il l'emmenait là où il devait aller sans drame ni complication. Contrairement à son mariage, contrairement à sa relation avec ses enfants, je veux y réfléchir, Arthur. Adli se pencha en avant. Elle détruit systématiquement ta vie depuis plus de 10 ans. Combien de dégâts vas-tu encore la laisser faire? Il ne s'agit plus de moi. Il s'agit de Kellen et Whitney. Kellen a besoin de savoir qui est vraiment sa mère. Whitney commence déjà à le découvrir. Combien de temps vas-tu le protéger de la vérité? Arthur paya le petit déjeuner et prit le dossier et la clé USB. Dehors, l'air matinal était vif, annonçant l'automne. La montagne qui entourait Asheville s'étendait vers un ciel sans nuages, permanent et insensible aux drames humains. Donne-moi une semaine. D'accord. Mais Arthur Adli a déverrouillé sa BMW. Cette femme joue à long terme depuis 12 ans. Elle ne partira pas sans bruit quand son monde commencera à s'écrouler. Laurel Whitlow trouva son père dans son bureau à 7 heures du matin, les yeux fixés sur son écran d'ordinateur avec l'intensité d'un homme qui voit sa vie s'effondrer en temps réel. L'empire de restauration de Clay Whitlow avait mis 20 ans à se construire. Et maintenant, tout était menacé à cause de mets et de relevés bancaires remplis de photos qui le présentaient comme un menteur et un imbécile. Papa. Laurel frappa à la porte. Il faut qu'on parle. Clay leva les yeux de l'écran, le visage gris d'épuisement et de quelque chose qui aurait pu être de la honte. Laurel, qu'as-tu vu? Assez. Elle entra dans le bureau et ferma la porte derrière elle. Depuis combien de temps couches-tu avec Jessica Holston? Les épaules de Clay s'affaissèrent. Pour la première fois de mémoire de Laurel, son père paraissait vieux. 18 mois, peut-être plus. Et tu n'as pas pensé à le mentionner alors que tu payais mon mariage avec son fils. Ce n'était pas censé être sérieux. Tout a commencé par des discussions d'affaires sur un partenariat de traiteurs, puis Clay a fait un geste impuissant vers son ordinateur. Elle est très persuasive. Laurel était assise sur la chaise en face du bureau de son père. Le bureau était tapissé de récompenses et de photos de ses groupes de restauration, de diverses ouvertures et expansions. 20 ans de construction minutieuse de sa réputation, tout cela menacé par son incapacité à séparer sa vie privée de ses intérêts professionnels. Saviez-vous qu'elle avait volé de l'argent à Arthur? Pas les détails. Elle m'a dit qu'il y avait eu des différends financiers pendant le divorce, mais elle a donné l'impression qu'Arthur était vindicatif au sujet des pensions alimentaires. Papa, elle a détourné plus de $200 000 de leur entreprise. Elle utilise son identité pour ouvrir des comptes de crédit. Ce n'est pas un ex-mari vindicatif. C'est un criminel. Clay se retourna vers son écran d'ordinateur où courriel après courriel détaillait les projets de Jessica de fusionner leur famille et leurs finances. Le ton intime des messages retourna l'estomac de Laurel. Que disent vos partenaires commerciaux? Henderson veut une réunion d'urgence du conseil d'administration. Morrison parle déjà de se retirer de l'expansion de Charlotte. Clay se frotte le visage des deux mains. Si ça se sait, on est fini. C'est déjà connu, papa. Arthur Holston s'en est assuré. Arthur Holston est un homme amer qui n'accepte pas que son ex-femme ait tourné la page. Laurel a sorti son téléphone et a montré à son père un des relevés bancaires qu'Adli avait envoyés. Regarde ce virement. 28 000 $ transférés de Holston Manufacturing vers un compte au nom de Jessica. 3 jours plus tard, elle a utilisé cet argent pour payer son avocat spécialisé dans le divorce. Clay a étudié le relevé. Cela pourrait être des frais professionnels légitimes. C'est possible. Mais combiné à 40 autres virements sur 3 ans, c'est un schéma de vol systématique. Laurel a rangé son téléphone. Papa, elle nous a menti à tous les deux. Sur son passé, sur ses finances, sur sa relation avec ses enfants. Sa relation avec ses enfants ne nous regarde pas. C'est devenu notre affaire lorsque tu as décidé de financer un mariage pour couvrir ta liaison. Clay tressaillit comme si elle l'avait giflé. Ce n'est pas ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Vous rencontrez une femme charmante lors d'une conférence d'affaires. Elle vous annonce que son fils est fiancé à une fille merveilleuse, issue d'une bonne famille. Par générosité,
vous proposez de participer aux frais du mariage, sans jamais préciser que vous couchez avec la mère du marié. Laurel, combien de temps comptiez-vous attendre avant de me le dire? Après le mariage? Après que Kellen et moi ayons eu des enfants? Jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour que nous puissions nous sortir de ce pétrin sans encombre? Clay se leva et se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur son jardin soigneusement aménagé. Les roses fleurissaient malgré le début de l'automne. Leurs couleurs brillaient sous le soleil matinal. Je n'avais jamais voulu que les choses se compliquent autant, mais c'est devenu compliqué. Et maintenant, Kellen a le cœur brisé. Sa mère est poursuivie au pénal. Et votre réputation professionnelle est ruinée. Laurel rejoignit son père à la fenêtre. Tout ça parce que vous n'avez pas pu résister à une femme qui vous a vu arriver à des kilomètres. Que voulez-vous que je fasse? Je veux que tu coupes immédiatement tout lien avec Jessica Holston. Je veux que tu cesses de financer tout ce qui touche à elle ou à sa famille. Et j'espère qu'Arthur Hall ne décidera pas de poursuivre cette histoire. Et toi et Kellen? Laurel resta silencieuse un long moment. Elle était fiancée à Kellen depuis 8 mois, projetant une vie avec un homme qui semblait gentil, honnête et sincère. Maintenant, elle se demandait quelle part de ce qu'elle avait aimé chez lui était réelle et quelle part n'était qu'une autre facette de la manipulation prudente de sa mère. Je ne sais pas encore, mais papa, si tu me mens encore sur un sujet aussi important, tu me perdras complètement. Clay hocha la tête sans se détourner de la fenêtre. Tu comprends? J'espère que tu comprends, car c'est notre dernière conversation au sujet de Jessica Holston. À partir de maintenant, c'est à toi de régler ton compte. Scène 3. Le secret de Whitney. Whitney Holston frappa à la porte de la boutique de son père à 8h30 du matin, apportant 2 tasses de café du restaurant du coin. Elle était restée éveillée presque toute la nuit, repensant au chaos du vignoble et essayant de comprendre comment le monde parfait de sa mère s'était effondré si vite. Arthur ouvrit la porte et la laissa entrer. L'atelier sentait le métal, le gaz de soudure et le genre de travail honnête qui laisse les mains sales à la fin de la journée. Nuit difficile, la pire. Whitney lui tendit un café et s'assit sur un tabouret près de son établi. Qu'elle est dans un sale état. Il a passé des heures au téléphone à essayer de joindre Laurel, mais elle refuse de répondre. Arthur enfila ses gants de travail et vérifia le niveau de gaz de son chalumeau. Le portail du ranch était presque terminé. Ses volutes sur mesure étaient élégantes et solides. La famille qu'il avait commandée voulait quelque chose qui durerait des générations. Comment ta mère gère-t-elle la situation? Comme on pourrait s'y attendre. Elle accuse tout le monde sauf elle-même. Elle dit, tu prépares cette vengeance depuis des années, par jalousie et par rancune. Arthur alluma son chalumeau et se pencha sur le dernier joint du portail. Qu'en penses-tu? Whitney était silencieuse pendant que son père travaillait. Elle avait passé la majeure partie de sa vie adulte à essayer de réconcilier l'homme qu'elle avait appris à connaître avec le monstre que sa mère lui avait décrit. Le père dont elle se souvenait de son enfance était patient et gentil, toujours prêt à expliquer le fonctionnement des choses ou à aider pour les projets scolaires. Le père dont sa mère parlait était violent et instable, un homme qui abandonnait ses enfants parce qu'il ne supportait pas les responsabilités. Une seule de ces versions pouvait être vraie. Papa, il faut que je te raconte un truc sur ce que maman a fait après le divorce. Arthur termina sa soudure et releva son casque. Vas-y. Elle nous a fait te détester. Pas seulement en nous disant des méchancetés, mais en s'assurant qu'on n'ait jamais de tes nouvelles. La voix de Whitney était faible et honteuse. Chaque fois que tu envoyais des lettres ou des cartes d'anniversaire, elle les interceptait. Elle nous disait que tu nous avais oubliés. Arthur posa sa lampe torche et retira ses gants. Il s'en doutait, mais l'entendre confirmer lui fit l'effet d'un coup de poing dans la poitrine. Combien de lettres? Des dizaines, peut-être plus. Elle les gardait dans une boîte à chaussures, dans son placard. Je les ai trouvées en l'aidant à déménager l'année dernière. Whitney s'est mise à pleurer. Papa, il y a des cadeaux de Noël, des cartes d'anniversaire et des lettres qui nous parlent de ta nouvelle boutique et de combien nous te manquions. Arthur s'assit à côté de sa fille et passa un bras autour de ses épaules. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? Parce que j'avais honte. Parce que je réalisais tout le temps que nous avions perdu et combien j'avais été stupide de croire ces mensonges. Whitney s'essuya les yeux avec sa manche. Elle nous a fait croire que tu ne te souciais pas de nous. Que tu étais trop occupé par ta nouvelle vie pour t'occuper de ton ancienne famille. Et Kellen ne sait pas encore. J'ai voulu le lui dire tant de fois,
mais il était si en colère contre toi depuis si longtemps. J'ai pensé qu'il valait peut-être mieux le laisser découvrir tout seul. Arthur pensa à son fils, essayant de reconstituer la vérité sur sa mère tandis que ses propres fiançailles s'effondraient. Kellen était forte, mais tout le monde avait ses limites. Whitney, je veux que tu montres ces lettres à Kellen bientôt. Et s'il ne me croyait pas? Et s'il pense que je mens pour te protéger? Arthur se leva et se dirigea vers son établi où ses outils étaient parfaitement rangés. Chaque chose avait sa place et son utilité. Tout, sauf les 12 années perdues avec ses enfants. Au moins, il aura entendu la vérité. Ce qu'il en fait, c'est son choix. Whitney termina son café et se prépara à partir. Papa, qu'arrive-t-il à maman maintenant? Je veux dire, Arthur regarda sa fille, 21 ans, qui commençait tout juste à comprendre que le monde était plus compliqué qu'on ne le lui avait appris. C'était douloureux à regarder, mais nécessaire. Ta mère a fait des choix pendant 12 ans. Maintenant, elle doit en subir les conséquences. Mais elle reste notre mère. Oui, elle l'est. Et tu devras décider du type de relation que tu souhaites avec elle à l'avenir. Mais Whitney, tu ne lui dois pas loyauté juste parce qu'elle t'a donné naissance. Surtout pas si cette loyauté implique d'ignorer la vérité. Après le départ de Whitney, Arthur retourna à sa soudure. Le portail du ranch était presque terminé. Son travail du métal était solide et authentique. Elle tiendrait des générations si elle était bien entretenue. Contrairement à certaines promesses de dîner piège, l'invitation était arrivée sur du papier à lettres coûteux, livré en main propre à la boutique d'Arthur 3 jours après le désastre du mariage. L'écriture de Jessica coulait sur le papier crème, une écriture élégante qui impressionnait probablement ceux qui confondaient apparence et substance. Arthur, j'organise un dîner de famille ce soir à 19h. Clay, Laurel et Kellen seront là. Il est temps que nous nous asseyions tous et que nous dissipions les récents malentendus. Venez, s'il vous plaît. Nous devons travailler ensemble pour le bien des enfants. Jessica Arthur lut l'invitation 2 fois, puis appela Adley. Elle prépare quelque chose, dit Adley sans préambule. Cela a tout d'une tentative de manipulation. Probablement, mais je veux voir ce qu'elle a prévu. Tu vas peut-être tomber dans un piège, mais j'apporte des munitions. Ce soir-là, Arthur se rendit chez Jessica avec une enveloppe manille scellée dans la poche de sa veste. L'enveloppe contenait une déclaration sous serment signée de Rebecca Martinez, l'ancienne meilleure amie et associée de Jessica lorsqu'elle était traiteur. Rebecca avait finalement accepté de témoigner publiquement sur le projet de Jessica de se marier avec l'argent de Clay grâce aux fiançailles de leurs enfants. La déclaration comprenait également des captures d'écran de SMS échangées entre Jessica et Rebecca, des conversations détaillées sur l'accès à l'empire de restauration de Clay et sur leurs relations sociales. Les messages dressaient un tableau clair d'une manipulation calculée, Kellen et Laurel étant les pions involontaires du stratagème de Jessica. Arthur se gara derrière la Mercedes de Clay et la Honda de Kellen. Par la fenêtre de la salle à manger, il pouvait voir la table dressée avec la plus belle porcelaine et l'argenterie de Jessica. Des bougies scintillaient dans des verres anciens coûteux. Le décor était planté pour une nouvelle représentation. Jessica ouvrit la porte vêtue d'une simple robe noire qui lui donnait un air élégant et blessé. Son maquillage était parfait, son sourire chaleureux et accueillant. « Arthur, je suis si heureux que tu sois venu. Jessica, tout le monde est là. On n'attend que toi pour commencer. » Arthur la suivit dans la salle à manger où Clay Whitlow était assis, raide, à un bout de la table. Laurel était à côté de lui, le visage soigneusement neutre. Kellen occupait la chaise en face d'elle, l'air d'un homme ayant traversé la guerre. « Veuillez vous asseoir. » Jessica désigna la chaise vide au pied de la table. « J'ai fait un rôti braisé avec ces petites pommes de terre que vous aimiez tant. » Arthur resta debout. « C'est une sacrée mise en scène, Jessica. C'est un dîner de famille, rien de plus. » Elle commença à servir les plats avec un soin minutieux, racontant chaque plat comme une présentatrice d'émission culinaire. « J'ai pensé qu'il était important que nous nous asseyions tous ensemble pour dissiper la confusion récente. » Confusion. La voix de Laurel était sèche. « C'est ça qu'on appelle une fraude maintenant. Il y a eu un terrible malentendu sur certaines questions financières. » Jessica poursuivit d'une voix douce. « Je voulais avoir l'occasion de m'expliquer clairement, sans émotion ni drame. » Arthur s'assit, mais ne toucha pas à son assiette. Autour de la table, les autres picoraient leur nourriture sans enthousiasme. Le rôti braisé était parfaitement cuit,
mais personne ne semblait avoir d'appétit. Quel genre d'explication, demanda Clay. Le genre qui replace les événements récents dans leur contexte. Jessica s'assit et croisa les mains. Arthur, je sais que tu es en colère à cause du règlement du divorce. Je comprends que perdre l'affaire ait été difficile, mais cela ne justifie pas la création de faux documents pour étayer de fausses accusations. De faux documents. Kellen leva les yeux de son assiette. Les relevés bancaires que ton père montrait à tout le monde. Ils ont été trafiqués pour faire passer des dépenses professionnelles légitimes pour du vol. La voix de Jessica était posée et raisonnable. C'est même plutôt astucieux quand on comprend les logiciels de comptabilité. Arthur fouilla dans sa veste et en sortit l'enveloppe scellée. Il la posa sur la table devant Clay. Qu'est-ce que c'est ? demanda Clay. Ouvre-la. Clay brisa le sceau et en sortit la déclaration sous serment. En lisant, son visage passa de la confusion à la colère, puis à quelque chose qui ressemblait à du désespoir. Qu'est-ce que c'est, papa ? Laurel essaya de lire par-dessus son épaule. Clay lui tendit le document sans un mot. Les yeux de Laurel s'écarquillèrent en lisant la déclaration sous serment de Rebecca Martinez concernant le projet de Jessica d'accéder à la fortune de Clay en mariant leurs enfants. Elle savait exactement ce qu'elle faisait, dit Laurel d'une voix douce. Ses fiançailles faisaient partie de son business plan. Le sang-froid de Jessica se brisa légèrement. Rebecca Martinez est une femme amère, en colère parce que notre partenariat de traiteur n'a pas fonctionné. Elle dirait n'importe quoi pour me blesser. Arthur sortit son téléphone et passa l'une des conversations enregistrées que Rebecca avait fournies. La voix de Jessica résonna clairement dans le haut-parleur, évoquant sa stratégie pour garantir l'investissement de Clay dans notre avenir et s'assurer que les enfants unissent nos familles pour toujours. Le silence retomba dans la pièce, à l'exception de la voix de Jessica elle-même, décrivant ses plans avec des détails cliniques. Cette conversation a été sortie de son contexte, dit Jessica, mais sa voix tremblait maintenant. Quel contexte rendrait cela acceptable ? La voix de Kellen était calme et mortelle. Le contexte d'une mère qui essaie d'assurer un bel avenir à ses enfants. Tout ce que j'ai fait, c'était pour ton bien. Tu t'es servi de nous. Laurel se leva de table. Tu nous as utilisés, Kellen et moi, comme des accessoires dans ton plan pour épouser mon père pour son argent. Ce n'est pas « oui », c'est « oui ». La voix d'Arthur interrompit la protestation de Jessica. Tout comme tu as utilisé nos enfants il y a 12 ans pour couvrir ton vol dans notre entreprise. Tout comme tu utilises mon nom et mon crédit depuis des années pour financer ton train de vie. Clay plia la déclaration sous serment et la remit dans l'enveloppe. Je ne peux plus être mêlé à tout ça. Clay, s'il te plaît. Non. Clay se leva et se dirigea vers la porte. C'est fini. Tout. Laurel suivit son père sans se retourner. La porte d'entrée se referma définitivement derrière eux. Kellen resta assis en silence un long moment, les yeux fixés sur son dîner intact. Lorsqu'il releva enfin les yeux, ses yeux étaient rouges mais clairs. Depuis combien de temps préparais-tu ça, maman ? Préparais-tu quoi ? Tout ça, le mariage, la relation avec Clay. Nous utiliser, Laurel et moi, pour obtenir ce que tu voulais. Le masque de Jessica finit par tomber complètement. J'ai fait ce que j'avais à faire pour survivre. Penses-tu que c'était facile d'être abandonné avec 2 enfants et sans sécurité financière ? Crois-tu que j'ai apprécié de repartir à 40 ans sans rien ? Tu n'as pas été abandonné, dit Arthur doucement. Tu as été surprise en train de voler et tu as choisi de fuir plutôt que d'en subir les conséquences. Je me protégeais, moi et mes enfants, d'un homme qui se souciait plus de son entreprise que de sa famille en détruisant cette entreprise et en volant l'argent dont nous avions besoin pour la faire tourner. Jessica se leva et commença à débarrasser les assiettes d'une main tremblante. Tu ne comprendras jamais ce que c'est que d'être impuissante. De voir son avenir dépendre entièrement des décisions de quelqu'un d'autre. Tu as raison, dit Arthur en se levant pour partir. Je ne comprends pas ça, car je n'ai jamais volé les gens que je prétends aimer. Il se dirigea vers la porte, laissant Jessica seule avec les ruines de son dîner parfait. Le lendemain matin apporta une cascade de conséquences que Jessica ne put ni détourner ni manipuler. Le groupe de restauration de Clay-Witt a publié un communiqué se distanciant des récentes allégations concernant ses relations personnelles et annonçant la démission immédiate de Clay du conseil d'administration avant midi. Le journal local avait repris l'affaire. Non pas les détails de la fraude financière, mais suffisamment d'informations sur le mariage annulé et le départ soudain de l'éminent homme d'affaires pour alimenter les rumeurs.
Arthur a appris la nouvelle par Whitney, qui l'a appelé pendant sa pause déjeuner. L'affaire fait le tour des réseaux sociaux. Les gens partagent des captures d'écran d'un article de journal et spéculent sur ce qui s'est réellement passé. Comment va ton frère? Il va mieux, je crois. Il a enfin lu les lettres interceptées par sa mère. Il est assez en colère, mais aussi soulagé de comprendre pourquoi tu as disparu de nos vies. Arthur était en train de souder lorsque l'appel suivant est arrivé. Cette fois, c'était Adley. Le fisc a reçu mon signalement anonyme concernant les revenus non déclarés de Jessica. Ils ouvrent une enquête officielle sur ses déclarations de revenus des 5 dernières années. Combien de temps cela va-t-il prendre? Des mois, peut-être. Mais voici le plus intéressant. Ses anciens associés du traiteur se sont également manifestés. Il s'avère que les irrégularités financières de Jessica remontent à plus loin qu'on ne le pensait. Arthur a abandonné son activité. Combien de temps encore? Au moins 6 ans. Elle détournait de l'argent des dépôts de ses clients, utilisait des comptes professionnels pour ses dépenses personnelles et remplissait de fausses déclarations de revenus. Le fisc est très intéressé à la contacter. En fin d'après-midi, Jessica avait perdu son siège au conseil d'administration du Conseil des arts local. L'organisme caritatif refusait d'être associé à une personne faisant l'objet d'une enquête fédérale, quelle que soit l'issue de l'affaire. Le coup de grâce suivant est tombé 2 jours plus tard, l'adhésion de Jessica au country club a été discrètement révoquée. Le conseil d'administration du club s'est réuni en urgence et a décidé que la publicité négative entourant sa situation était incompatible avec la réputation de leur institution. Arthur était informé de chaque évolution par Whitney ou Kellen, qui observaient en temps réel l'effondrement de la vie sociale de leur mère. Jessica avait passé 12 ans à se forger une nouvelle identité fondée sur le charme et un réseautage méticuleux. Maintenant, ce réseau l'abandonnait à la vitesse de ceux qui fuient un navire en perdition. Elle a appelé tout le monde. Kellen l'a dit à Arthur lors d'un dîner dans un petit restaurant du centre-ville. De vieux amis, des relations d'affaires, tous ceux qui pourraient l'aider. Mais personne ne veut s'en mêler. Ce qu'elle dit, c'est que tout cela n'est qu'un complot, que tu prépares cette vengeance depuis des années et que tu as réussi à convaincre plusieurs personnes de mentir pour toi. Kellen a fait tourner la table dans son assiette. Le plus effrayant, c'est que je crois qu'elle y croit vraiment. Arthur pensait à la capacité de Jessica à réécrire l'histoire dans son esprit. Elle s'est convaincue que voler leur entreprise était justifié, que mentir au juge protégeait ses enfants, que manipuler les fiançailles de Kellen et Laurel assurait leur avenir. Ta mère a passé tellement d'années à mentir qu'elle a perdu la capacité d'être honnête avec elle-même. Va-t-elle aller en prison? Je ne sais pas. Cela dépend des conclusions du fisc et de la capacité des procureurs à maintenir les accusations. Kellen est restée silencieuse un instant. Je repense à toutes les fois où elle m'a dit que c'était toi qui avais brisé notre famille. Comment elle t'a fait passer pour cette personne horrible qui nous a abandonnés par égoïsme? Elle avait besoin d'un méchant pour son histoire. J'étais commode, mais ce n'était pas vrai. Non, mais Kellen, l'important n'est pas ce qui s'est passé il y a 12 ans. C'est ce qui arrive après. Que veux-tu dire? Arthur regarda son fils de l'autre côté de la petite table. 24 ans, il voyait enfin sa mère clairement pour la première fois. C'était douloureux mais nécessaire, comme une opération pour retirer un tissu infecté. Je veux dire, c'est à toi de décider du type de relation que tu veux avec elle à partir de maintenant. Tu ne lui dois pas pardon juste parce qu'elle est ta mère, mais tu n'es pas non plus obligé de la couper complètement de ta vie si tu ne le souhaites pas. Que ferais-tu? Arthur réfléchit attentivement à la question. Je serai très prudent avant de lui confier quoi que ce soit d'important, et je ne la laisserai jamais me manipuler pour me faire culpabiliser de ses choix. 2 semaines plus tard, la maison de Jessica était mise en vente. Le prix demandé était nettement inférieur à celui des propriétés comparables du quartier, ce qui suggérait une pression financière plutôt qu'un déménagement volontaire. Whitney passa devant la maison et vit les camions de déménagement, puis appela Arthur de sa voiture. Elle s'en va vraiment. Où va-t-elle? Je ne sais pas. Elle ne me rappellera pas. La voix de Whitney était triste, mais pas surprise. Kellen avait essayé de lui parler hier, mais elle lui avait crié dessus, la traitant d'ingrate et de déloyale. Arthur n'était pas surpris. Jessica avait construit son identité autour de sa condition de victime blessée par l'abandon d'Arthur. Accepter la responsabilité de ses actes nécessiterait de reconstruire cette identité de toutes pièces. Et Jessica n'avait jamais montré beaucoup d'intérêt pour ce genre d'introspection difficile.
Ça te va? Je pense que oui. Ça fait mal, mais j'en ai aussi assez de marcher sur des œufs avec elle. Fatigué de prétendre que sa version des faits était logique alors que je savais que ce n'était pas le cas. Arthur comprenait. Il avait passé 12 ans à essayer de protéger ses enfants de la vérité sur leur mère. Maintenant, ils étaient assez forts pour affronter cette vérité et prendre leurs propres décisions sur ce qu'elle signifiait. Whitney, toi et Kellen, tout ira bien. Vous êtes tous les deux assez forts pour construire de belles vies sans ces drames. Je l'espère, papa. Je l'espère vraiment. Arthur était en train de souder lorsque Jessica arriva à son atelier, 3 semaines après le désastre du dîner. Il entendit la portière de sa voiture claquer sur le parking, mais ne leva pas les yeux de son travail. La pièce commémorative qu'il créait exigeait des assemblages parfaits, des lignes douces qui honoreraient la mémoire du grand-père de quelqu'un pour les décennies à venir. Arthur. La voix de Jessica résonna dans le bâtiment métallique. Arthur continua de souder. Son chalumeau se concentra sur les délicates volutes qui feraient partie intégrante du design du mémorial. Le métal réagissait à la chaleur et à la pression, se pliant en des formes à la fois belles et permanentes. Arthur, il faut qu'on parle. Arthur termina sa soudure en cours et passa à l'assemblage suivant. À travers la visière sombre de son casque, il pouvait voir Jessica debout dans l'embrasure de la porte de son atelier. Son apparence habituellement parfaite était négligée. Ses vêtements coûteux semblaient portés pendant la nuit et son maquillage ne parvenait pas à masquer les rides de tension autour de ses yeux. Ne l'ignore pas, Jessica entra dans l'atelier, ses talons claquant sur le sol en béton. Tu as tout détruit. Ma réputation, mes relations, mon avenir. Tu as tout pris. Arthur leva son casque de soudage, mais n'éteignit pas son chalumeau. Il examina le joint qu'il venait de terminer, vérifiant les défauts et les points faibles. Le travail était bon, propre, il tiendrait. M'écoutes-tu seulement? La voix de Jessica montait jusqu'à l'hystérie. Arthur posa son chalumeau et se tourna vers son ex-femme. Elle paraissait plus âgée que ses 49 ans, épuisée par des semaines passées à regarder son monde soigneusement construit s'effondrer. Je t'écoute. Alors explique-moi comment tu as pu être aussi cruel, aussi vindicatif. Nous avons été mariés pendant 15 ans. Nous avons vu des enfants ensemble. Cela ne te dit rien? Arthur retira ses gants de soudeur et les posa sur son établi. Autour de lui, l'atelier était rangé et propre. Chaque outil avait sa place. Chaque projet était planifié et exécuté avec précision. C'était une vie simple, mais honnête. Cela signifiait tout pour moi. C'est pourquoi ce que tu as fait m'a fait si mal. Ce que j'ai fait, a ri Jessica, mais il n'y avait aucune trace d'humour. Je me suis protégé, ainsi que nos enfants, d'un homme qui se souciait plus de son entreprise que de sa famille. Tu as volé cette entreprise. Tu as menti aux avocats et aux juges. Tu as passé 12 ans à faire croire à nos enfants que leur père était un monstre, parce que tu l'étais. Tu travaillais 16 heures par jour et tu rentrais épuisé et en colère. Tu n'avais jamais le temps pour les dîners de famille, les événements scolaires ou quoi que ce soit d'important pour les gens normaux. Arthur s'est dirigé vers la fenêtre qui donnait sur les montagnes entourant Asheville. Les sommets étaient solides et permanents, inchangés par les drames humains et les petites guerres d'orgueil et les blessures sentimentales. J'ai travaillé 16 heures par jour parce que tu volais de l'argent sur nos comptes, car j'essayais de maintenir la rentabilité de l'entreprise pendant que tu détournais des fonds pour payer ton avocat spécialisé dans le divorce. C'est faux. Arthur s'est retourné vers Jessica. J'ai des relevés bancaires remontant à 14 ans. J'ai des traces de tous tes virements. J'ai des courriels entre toi et Clay Whitlow, évoquant ton projet d'utiliser le mariage de nos enfants comme une opportunité commerciale. Ces documents sont faux. Tu as payé quelqu'un pour les créer. La voix de Jessica Arthur était basse mais ferme. Arrête de me mentir, à toi-même, à tout le monde. Juste pour une fois dans ta vie, arrête de mentir. Le visage de Jessica s'est effondré. L'espace d'un instant, elle a ressemblé à la jeune femme qu'Arthur avait épousée 27 ans plus tôt, avant le vol, la manipulation et la destruction systématique de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Il fallait que je survive, murmura-t-elle. Tu ne sais pas ce que c'est que d'être impuissant. De voir son avenir dépendre entièrement des décisions de quelqu'un d'autre, alors tu as décidé de prendre le contrôle en me détruisant. J'ai décidé de me protéger, moi et mes enfants. Arthur prit son casque de soudeur et examina sa surface rayée. L'outil était vieux mais fonctionnel,
usé par des années d'utilisation honnête. Contrairement aux promesses, contrairement aux vœux de mariage prononcés par des gens qui confondaient amour et possession, tu t'es protégé en volant mon argent, en ruinant ma réputation et en aliénant mes enfants. Puis tu as passé 12 ans à leur répéter que c'était moi qui avais brisé notre famille. Tu ne t'es jamais battu pour nous, car à chaque fois que j'essayais, tu aggravais la situation de Kellen et Whitney. Chaque audience, chaque médiation, chaque tentative de réconciliation ne faisait qu'empirer les choses pour toi. Jessica s'essuya les yeux du revers de la main, se maquillant. Alors, tu as abandonné. Tu t'es éloigné, nous laissant seuls. Je suis parti parce que je pensais que protéger mes enfants d'une guerre était plus important que de la gagner. J'avais tort. Quoi? Arthur posa son casque et regarda son ex-femme droit dans les yeux. J'aurais dû te combattre au tribunal chaque fois que tu violais l'accord de garde. J'aurais dû engager des enquêteurs pour documenter tes mensonges. J'aurais dû dénoncer publiquement ton vol au lieu d'essayer de cacher la vérité aux enfants. Jessica le fixa du regard. Tu aurais détruit notre famille. Notre famille était déjà détruite. Tu t'en es assuré le jour où tu as décidé de voler notre entreprise et de me rendre responsable de tes choix. Arthur se dirigea vers la porte d'un magasin. Dehors, le soleil de l'après-midi se couchait derrière les montagnes, peignant le ciel de nuances d'or et de violet. Où vas-tu? Arthur s'arrêta, mais ne se retourna pas. Retour au travail. J'ai une cérémonie à terminer. C'est tout. Tu vas t'en aller à nouveau. Je ne partirai pas, Jessica. Je choisis de ne plus perdre de temps avec tes histoires. Arthur, je t'en prie. Je t'en supplie. Arrête l'enquête. Abandonne les poursuites. Je te rembourserai jusqu'au dernier centime. Mais s'il te plaît, ne les laisse pas m'envoyer en prison. Arthur se tourna pour regarder son ex-femme une dernière fois. Elle se tenait au milieu de son atelier comme un enfant perdu, entouré des outils et des projets qui représentaient sa nouvelle vie, la vie qu'il avait construite après qu'elle ait détruit la première. Jessica, je n'ai pas déclenché l'enquête. Je n'ai pas porté plainte. J'ai juste dit la vérité sur ce que tu as fait. La suite dépend du système que tu as essayé de manipuler il y a 12 ans. Mais tu pourrais témoigner en ma faveur. Dis-leur que j'ai été une bonne mère. Que j'avais fait des erreurs, mais que je ne voulais blesser personne. Arthur sortit les clés de sa camionnette de sa poche. Tu n'étais pas une bonne mère. Les bonnes mères n'utilisent pas leurs enfants comme des armes. Elles ne volent pas l'entreprise familiale pour financer leur plan d'évasion. Elles ne passent pas 12 ans à empoisonner leurs enfants contre leur père. Les jambes de Jessica semblaient lâcher. Elle était assise lourdement sur un tabouret en métal près de l'établi d'Arthur, sa robe de créateur flottant autour d'elle comme une eau coûteuse. Je n'ai plus rien. Tu as ce que tu as gagné. Arthur sortit de son atelier et verrouilla la porte derrière lui. Il entendait Jessica pleurer à l'intérieur, mais il ne se retourna pas. La pièce commémorative devrait attendre demain. Le travail serait toujours là, patient et honnête. Contrairement à certains, 6 mois plus tard, Kellen et Laurel se sont enfuis dans une petite chapelle dans les montagnes près d'Asheville. La cérémonie était simple et honnête. 15 personnes qui comptaient pour le couple. Pas de réception fastueuse, pas de fleurs coûteuses, pas de drame. Whitney était demoiselle d'honneur, vêtue d'une robe bleue achetée dans un grand magasin au lieu de la robe de créateur onéreuse que Jessica avait initialement exigée. Elle était belle et authentique, libérée de la pression de se produire devant des gens qui confondaient apparence et substance. Arthur accompagna son fils jusqu'à l'hôtel, non pas par tradition, mais parce que Kellen le lui avait demandé. Le jeune homme avait passé des mois à reconstruire sa compréhension de son histoire familiale, distinguant la vérité des mensonges que sa mère lui avait racontés pendant des années. « Tu es prêt ?» demanda Arthur alors qu'il se tenait au fond de la chapelle. « Plus près qu'il y a 6 mois, répondit Kellen. « Au moins, cette fois, je sais où je mets les pieds. » La chapelle était petite et rustique, construite en pierre et bois locaux. La lumière du soleil filtrait à travers de simples vitraux, projetant des motifs colorés sur les bancs en bois. L'atmosphère était plus authentique que jamais lors de la cérémonie élaborée dans les vignes. Laurel attendait à l'hôtel, vêtue de la robe de mariée de sa grand-mère, modifiée pour épouser sa silhouette plus menue. Son père n'était pas présent. Clay Whitlow avait déménagé en Floride comme prévu, encore sous le coup des conséquences de sa relation avec Jessica. Il avait prononcé sa bénédiction, mais ne pouvait se résoudre à y participer en personne.
Le pasteur était un pasteur local qui connaissait Kellen depuis l'enfance. Il parlait d'amour et d'engagement, et de l'importance de construire des relations fondées sur la vérité plutôt que sur la commodité. Ces mots semblaient significatifs plutôt que cérémoniels. Kellen, veux-tu prendre Laurel pour épouse? Pour l'aimer et l'honorer dans la maladie et la santé, dans la richesse et la pauvreté, aussi longtemps que vous vivrez tous les deux. Je le fais. Laurel, veux-tu prendre Kellen pour époux? Pour l'aimer et l'honorer dans la maladie et la santé, dans la richesse et la pauvreté, aussi longtemps que vous vivrez tous les deux. Je le fais. Arthur regarda son fils embrasser sa nouvelle épouse et ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. Pas exactement du bonheur, mais de la satisfaction. La certitude que quelque chose de bon pouvait naître des cendres de quelque chose qui avait été empoisonné par le mensonge. Jessica n'était pas invitée à la cérémonie. Personne ne mentionna son absence. Son nom n'apparut ni lors des toasts ni lors de la réception informelle qui suivit dans un restaurant du coin. C'était comme si elle n'avait jamais existé, ce qui était probablement la punition la plus cruelle pour quelqu'un qui avait passé sa vie à exiger d'être le centre de l'attention. Après la célébration, Arthur retourna à sa boutique et ouvrit une bière. La pièce commémorative était terminée et prête à être livrée. La famille qui l'avait commandée la récupérerait la semaine suivante, perpétuant le souvenir de leur grand-père dans un métal qui perdurerait pendant des générations. Son téléphone sonna tandis que le soleil disparaissait derrière les montagnes. Papa. La voix de Whitney était chaleureuse et satisfaite. Merci pour aujourd'hui. D'avoir accompagné Kellen jusqu'à l'hôtel. D'avoir été là au moment crucial. Merci de m'avoir invité. Ça va? Tu semblais silencieux pendant la réception. Arthur sirota sa bière et regarda autour de lui dans sa boutique. Des outils simples, un travail honnête, des projets qui survivraient à ceux qui les avaient commandés. Ce n'était pas la vie qu'il avait imaginée 20 ans plus tôt, mais c'était une belle vie. Je vais bien, ma chérie. Mieux que bien. Bien. Parce que Kell et moi discutions et que nous voulons commencer à dîner régulièrement en famille, juste tous les trois. Peut-être une fois par semaine. Arthur sourit. J'aimerais bien. Le dimanche soir, tu pourrais venir dans leur nouvelle maison, où on pourrait se retrouver au restaurant, ou ce qui te conviendrait. Le dimanche soir, ça me semble parfait. Après que Whitney eut raccroché, Arthur termina sa bière et rentra chez lui. La lumière du porche était allumée, l'accueillant dans un endroit qu'il avait construit de ses propres mains. Pas de mensonge, pas de manipulation, pas de drame. Juste un point de paix. 2 ans plus tard, Arthur était dans un magasin quand Adley passa avec des nouvelles de Jessica. Il travaillait sur un don sur mesure pour un ranch local, pliant du métal en forme à la fois fonctionnelle et esthétique. Elle est sortie le mois dernier, dit Adley sans préambule. Elle a purgé 18 mois d'une peine de 2 ans. Bonne conduite, Arthur a continué à souder. Se concentrer sur la création d'assemblages parfaits qui tiendraient des décennies. Où est-elle maintenant? Charlotte. Elle travaille comme hôtesse dans une chaîne de restaurants et vit dans un studio près de l'aéroport. Arthur termina sa soudure et retira son casque. Comment sais-tu tout ça? Je surveille les gens qui pourraient causer des problèmes à mes clients. Habitude professionnelle. Arthur posa son chalumeau et retira ses gants. À travers la vitrine, il pouvait voir les montagnes entourant Asheville. Immuable et insensible aux drames humains. Elle n'est plus mon problème. Non, mais elle pourrait essayer de le devenir. On dit qu'elle écrit des lettres à Kellen et Whitney pour tenter de se réconcilier. Arthur n'était pas surpris. Jessica avait toujours insisté lorsqu'elle voulait quelque chose. La prison n'aurait pas changé sa conviction profonde que le monde lui devait pardon pour ses choix. Que disent les enfants? Whitney refuse même d'ouvrir les lettres. Kellen lut les premières, mais cessa de répondre en réalisant qu'elle continuait à blâmer tout le monde sauf elle-même. Arthur se dirigea vers son établi et prit un morceau d'acier qu'il était en train de façonner pour en faire une sculpture commémorative. Le métal était propre et pur, prêt à être transformé en quelque chose de durable et de significatif. Elle essaiera probablement de me contacter un jour. Que feras-tu si elle le fait? Arthur réfléchit à la question en examinant l'acier. C'était un bon matériau, sans défaut ni point faible. Le genre de métal qui conserverait sa forme pendant des générations s'il était bien travaillé. Rien. Je ne ferai rien. Rien. Elle ne peut plus me faire de mal. Adley,
Elle ne peut pas me prendre mes enfants, ni ruiner ma réputation, ni voler mon argent. Le pire qu'elle puisse faire, c'est me faire perdre mon temps, et je ne la laisserai pas faire. Adli hocha la tête d'un air approbateur. C'est probablement l'approche la plus intelligente. C'est la seule approche. Se battre avec Jessica, c'est comme lutter avec un cochon. On se salit tous les deux, mais le cochon adore ça. Arthur alluma sa torche et retourna au travail. La pièce commémorative prenait forme lentement, chaque jointure, chaque courbe conçue pour honorer la mémoire de quelqu'un, et un métal qui survivrait au chagrin de ceux qui restent. Arthur s'arrêta à la porte. Tu sais qu'elle n'admettra jamais qu'elle avait tort, n'est-ce pas? Elle ira dans sa tombe en croyant avoir été la victime de tout ça. Arthur ne leva pas les yeux de sa soudure. Je sais. Ça te dérange? Arthur réfléchit à la question en travaillant. Pendant des années, il avait voulu que Jessica reconnaisse ses actes, admette ses mensonges et s'excuse pour les dégâts causés. Il avait voulu qu'elle comprenne la souffrance qu'elle avait infligée à tous ceux qui lui avaient fait confiance. Maintenant, plus rien de tout cela n'avait d'importance. Non, dit Arthur, enfin. Ça ne me dérange pas. Pourquoi? Arthur termina sa soudure et posa son chalumeau. Autour de lui, l'atelier était organisé et propre. Les projets en cours étaient étiquetés et planifiés. Chaque chose avait sa place et son but, car son opinion sur les événements ne change rien à ce qui s'est réellement passé. Elle peut réécrire l'histoire tant qu'elle veut, la vérité reste la vérité. Et quelle est la vérité? Arthur inspecta une dernière fois son atelier. Des outils simples, un travail honnête, une vie fondée sur le concret plutôt que sur l'apparence. La vérité, c'est que j'ai tout ce dont j'ai besoin. Après le départ d'Adli, Arthur ferma un atelier et retourna chez lui. Sur la table de la cuisine se trouvait une photo du 2e anniversaire de mariage de Kellen et Laurel. Whitney riait d'une remarque de son frère. Kellen entourait sa femme de son bras. Tous deux semblaient sincèrement heureux. Arthur était à l'arrière-plan, loin d'être le centre de l'attention, mais clairement membre de la famille. Parmi les personnes présentes, il y avait la confiance. Cela avait pris 12 ans. Mais ses enfants étaient revenus vers lui. Non pas parce qu'il s'était battu pour eux, manipulé ou exigé leur loyauté, mais parce qu'il avait simplement été là lorsqu'ils étaient prêts à voir la vérité. Arthur ouvrit une bière et s'assit sur sa véranda. Les montagnes entourant Asheville s'étendaient vers un ciel étoilé, solide et permanente, insensible aux drames humains. Quelque part à Charlotte, Jessica était probablement en train d'écrire une autre lettre qui resterait sans réponse, ou de préparer un autre plan qui échouerait. Arthur s'en fichait. Il termina sa bière et rentra appeler ses enfants. Le dîner du dimanche était demain et il voulait fixer une date. Des projets simples avec des personnes qui comptaient. Des relations honnêtes fondées sur la vérité plutôt que sur la commodité. L'homme qui avait tout perdu avait trouvé exactement ce dont il avait besoin.